Salut à tous. À 4h18, heure de Téhéran, une berline blindée noire est entrée dans la cour arrière de la résidence du sultan d'Oman à Mascate et le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, en est sorti avec une enveloppe scellée. À l'intérieur de cette enveloppe se trouvait la réponse écrite officielle de la République islamique d'Iran au plan de paix de Donald Trump. Elle avait été signée par le président Massoud Pezeshkian moins de 90 minutes plus tôt. Elle contenait, selon deux sources diplomatiques citées par Reuters, une contre-proposition, une désescalade progressive dans le détroit d'Ormuz, un retour à des plafonds limités d'enrichissement de l'uranium et une demande de transmission directe du document par l'intermédiaire du sultan Haitham Ben Tariq au représentant spécial de Trump, actuellement en poste à Genève. Dans un processus normal, cette enveloppe s'appellerait de la diplomatie. Dans l'orbite de Trump, elle risque d'être traitée comme de la paperasse qui interrompt le spectacle. Cette remise en main propre devait être l'acte diplomatique le plus déterminant de l'année. Elle devait arriver sur le bureau de Trump avant son briefing du renseignement de 8h, heure de l'Est. Elle n'y arrivera pas, parce qu'à 5h42, heure de Téhéran, exactement 1h24 après qu'Araghchi eut placé cette enveloppe entre les mains des Omanais, la force Al-Quds a ordonné à un essaim de drone de type Shahed 136 modifié de frapper l'installation pétrolière de Kourei en Arabie Saoudite. Et le calendrier n'avait rien d'un accident. Dans l'univers de Trump, les documents pouvaient attendre, le moment télévisuel, comme d'habitude, avait déjà pris le volant. L'architecture de ce qui s'est produit est essentielle parce que la séquence des eurodatages raconte toute l'histoire. Bloomberg confirme que la remise par Araghchi a eu lieu à 4h18, heure de Téhéran. Le New York Times a rapporté que le contenu de la réponse avait commencé à circuler dans les canaux diplomatiques occidentaux dès 4h51. Reuters confirme depuis ce matin que le document représentait la contre-offre la plus sérieuse formulée par l'Iran depuis le cadre initial de 2015. Le gouvernement Pezeshkian, l'aile civile élue de l'État iranien, avait passé 11 jours à le rédiger. Le ministre des Affaires étrangères Araghchi avait personnellement réécrit 3 sections après une dernière réunion du cabinet qui s'était terminée à 2h30. Selon tous les critères conventionnels, l'Iran répondait de bonne foi au plan de paix de Trump. Selon tous les critères conventionnels, c'était la voie de sortie. Malheureusement, une voie de sortie se vend beaucoup moins bien qu'une phrase de podium sur le fait d'être plus dur que tout le monde. Mais l'État iranien, comme le sait quiconque l'observe fonctionner depuis 3 décennies, n'est pas un seul État. Il en est au moins 2. Il y a le gouvernement Pezeshkian, avec son ministère des Affaires étrangères, son corps diplomatique et son désir de maintenir le pétrole en circulation tout en allégeant les sanctions. Et il y a le corps des gardiens de la révolution islamique. Et à l'intérieur du CGRI, la force Al-Quds, actuellement, commandée par Reza Khoshbakhti, qui relève par une chaîne de commandement parallèle, directement du bureau du guide suprême. Ces deux structures ne se coordonnent pas sur les questions de guerre et de paix. Elles se concurrencent. Et dans les 78 minutes qui ont séparé l'arrivée de la voiture d'Araghchi à Mascate et l'entrée de l'essaim de Shahed dans l'espace aérien saoudien, la force Al-Quds a pris une décision dont le ministère des Affaires étrangères n'a pas été informé, sur laquelle il n'a pas été consulté et qui n'aurait pas pu empêcher. La cible était le champ pétrolier de Kourei, le deuxième plus grand centre de production de Saudi Aramco, exploité sous un périmètre de sécurité qu'Aramco avait renforcé en 2019 après l'attaque d'Abqai. Des batteries Patriot PAC-3 y avaient été redéployées en février. La force Al-Quds le savait, elle a quand même envoyé l'essaim. 22 drones, selon Acharq Al-Awsat, qui citait 2 sources de défense du Conseil de coopération du Golfe. La défense aérienne saoudienne en a intercepté 19. 3 ont atteint l'installation. Les premières évaluations des dommages venus de Riyad évoquent une perturbation minimale de 12 heures du débit de traitement, avec des effets en cascade plus longs sur l'oléoduc d'exportation de l'Est. Et c'est ici que l'ironie devient toute l'histoire. Hier, devant les caméras sur la pelouse sud, Donald Trump s'est publiquement moqué des menaces iraniennes liées aux drones. Il a dit « Ils n'ont pas de drones capables de faire quoi que ce soit ». Fin de citation. Il l'a dit 2 fois.
Hillary. Le Jérusalem Post a repris l'extrait dans une chronique à 19 H, heure de Tel Aviv. Les médias d'État iraniens l'avaient doublé et diffusé en Iran à 23 H. Apparemment, un drone devient inoffensif dès qu'il est vaincu à un pupitre par une punchline. Le problème quand on transforme l'évaluation d'une menace en numéro devant la foule, c'est que l'autre camp garde toujours son mot à dire. Le commandant de la Force al-Quds, Khoshbakhti, l'a regardé et Khoshbakhti, selon une analyse publiée ce matin par le Hudson Institute, a choisi les drones précisément parce que Trump s'en était moqué. Le Shahed 136 modifié a été choisi plutôt que des plateformes de missiles de croisière plus sophistiquées, parce que l'objectif opérationnel était entièrement d'humilier cette moquerie. De placer une frappe de drone sur le sol saoudien devant le briefing du renseignement de Trump, le matin même où Trump aurait autrement lu la réponse diplomatique de l'Iran, de forcer Trump à choisir avant d'avoir lu un seul mot de la contre-offre de Pezeshkian, entrant encaisser une frappe et riposter à une frappe. La stratégie de conférence de presse avait produit exactement ce qu'elle promet toujours, une phrase nette, suivie d'une crise sale. Le briefing du renseignement de 8H heure de l'Est est le point charnière. Le briefing quotidien du président est préparé pendant la nuit par le bureau du directeur du renseignement national, puis finalisé entre 5H et 6H30, heure de l'Est. Kourès a été frappé à 22H42, heure de l'Est, la veille. Au moment où le briefing quotidien présidentiel était finalisé, la frappe en était déjà le premier sujet. La réponse diplomatique iranienne, remise en main propre à Mascate et acheminée par Genève, avançait sur une voie diplomatique plus lente. Elle aurait atterri sur le bureau de Trump par l'intermédiaire du département d'État au plus tôt en milieu de matinée. La Force al-Quds a correctement calculé que Trump verrait l'attaque d'abord et l'offre ensuite, et que cette offre, en termes opérationnels, serait morte avant même d'être ouverte. Pour le réseau de mégaphones pro-Trump, la difficulté n'est jamais la contradiction. C'est de trouver assez de volume pour la rebaptiser stratégie. Une offre de paix qui arrive en deuxième est bien pratique pour ceux qui préfèrent la crise avant le contexte. Voilà à quoi ressemble, en pratique, la fragmentation institutionnelle à Téhéran. Le ministère des Affaires étrangères ne contrôle pas la Force al-Quds. Le président ne contrôle pas la Force al-Quds. Le bureau du guide suprême, sur papier, contrôle les deux, mais dans des moments comme celui-ci, la Force al-Quds agit, et le guide suprême ratifie après coup. Le cabinet de Pezeshkian a appris la frappe contre Kourey par le terminal Bloomberg à 5H50 et 1. Arakchi était encore à l'intérieur de la résidence du sultan d'Oman, en train de boire le café cérémoniel avec le sultan Haytham Ben Tariq, lorsque son adjoint lui a envoyé la nouvelle par message texte. Selon deux sources diplomatiques citées par le New York Times, la réaction d'Arakchi dans la pièce a été une seule phrase en persan qui se traduit à peu près par « Nous avons été désavoués ». À partir de maintenant, les prochaines 86 heures ne portent plus sur la question de savoir si l'Iran veut la paix. La vraie question est de savoir si le gouvernement Pezeshkian peut survivre politiquement après avoir été publiquement contredit par son propre appareil sécuritaire, si Trump peut absorber une frappe contre une installation saoudienne sans répondre militairement, et si le détroit d'Ormuz reste ouvert ou se ferme d'ici vendredi à 4h18, heure de l'Est. Commençons par la posture militaire américaine. Le groupe aéronaval du Carl Vinson s'est repositionné au sud de Bahreïn mardi. Le quartier général de la 5e flotte est en alerte renforcée depuis dimanche. L'USS Mason, désignation DDG 87, se trouve actuellement dans l'approche sud du détroit d'Ormuz avec une charge complète de systèmes de combat Aegis, incluant des missiles RIM, Sissi standard, ainsi que le complément terrestre Patriot PAC-3 à Al-Udeid. Diego Garcia a reçu mercredi 2 bombardiers furtifs B-2 Spirit en provenance de la base aérienne de Whiteman, accompagnés d'avions ravitailleurs KC-46 Pegasus. C'est un ensemble de frappes, ce n'est pas une rotation de dissuasion. Le Pentagone, selon Bloomberg, présente actuellement à Trump 3 options de réponse, allant d'une cyberaction limitée contre l'infrastructure de commandement de la Force al-Quds à une action cinétique directe contre des bases du CGRI à l'intérieur de l'Iran. La décision est attendue dans les 4-26 heures.
Rien ne dit mieux diplomatie prudente que de préparer le menu des représailles avant que l'offre de paix n'arrive sur le bureau. Le classeur de briefing peut contenir plusieurs options, mais l'instinct de caméra n'en veut généralement qu'une, la plus bruyante. Passons maintenant à la couche économique. Goldman Sachs a publié ce matin une note de recherche avertissant que si la perturbation d'Ormuz liée à cette attaque dure plus de 72 heures, le Brent atteint $100. La note cite précisément la frappe de Kourei comme élément déclencheur. Le Brent a déjà gagné près de $6 depuis l'eurodatage de Téhéran. Le bureau de liquidité d'urgence de la Banque Centrale Européenne à Francfort a convoqué un appel à 6 heures, heure de Bruxelles. La Banque du Japon a repositionné pendant la nuit ses réserves d'intervention dollarienne. La Chine, par l'intermédiaire de la Banque populaire, a discrètement ajouté du pétrole à sa réserve stratégique au cours des dernières 48 heures. Achar Kalossat a rapporté que les ministres des Finances du Conseil de coopération du Golfe se réuniront demain à Riyad. Le fonds souverain saoudien, le PIF, aurait suspendu 3 acquisitions d'actifs occidentaux en attente de la décision de réponse. Niall Ferguson a écrit ce matin dans The Times, dans une chronique intitulée The Illusion of a Short War with Iran, que l'hypothèse au sein de l'administration Trump, selon laquelle tout échange militaire avec l'Iran pourrait être contenu dans un engagement de 72 heures, est, selon ses mots, dangereusement naïve. Ferguson a présenté 3 scénarios. Le fantasme d'une guerre courte est toujours le plus convaincant avant l'arrivée de la première facture. Dans le premier, Trump ordonne une frappe limitée contre l'infrastructure de la force Al-Quds à l'intérieur de l'Iran. Le gouvernement Pezeshkian s'effondre politiquement en moins de 7 jours et le CGRI consolide son pouvoir. Dans le deuxième, Trump refuse de riposter. L'Arabie Saoudite perd confiance dans les garanties de sécurité américaines et Riyad accélère son rapprochement discret avec Pékin. Dans le troisième, le détroit d'Ormuz se ferme pendant plus de 14 jours, les marchés pétroliers mondiaux franchissent les $120 et le choc inflationniste déstabilise le cycle des élections américaines de mi-mandat de novembre. Aucun de ces scénarios ne se termine par la lecture de la réponse diplomatique remise ce matin par Arakchi. Malgré tous les discours sur l'art de conclure des accords, il est remarquable de voir à quel point l'accord lui-même reste souvent non lu, pendant que la crise obtient la meilleure place. C'est ici que le recul sur la Chine et la Russie devient important, parce que le public visé par la frappe de Kourei n'a jamais été seulement Washington. Pékin étudie les limites de la projection de puissance américaine depuis la première crise d'Ormuz de 2024. Selon une note du Hudson Institute publiée cette semaine, des analystes militaires chinois de l'Académie des sciences militaires ont produit au moins 4 documents internes utilisant la confrontation avec l'Iran comme étude de cas pour ce qu'ils appellent les seuils d'épuisement américain. La question qu'ils étudient est simple. Combien de théâtres simultanés les États-Unis peuvent-ils gérer ? Avec le groupe aéronaval du Carl Vinson immobilisé dans le golfe Persique, l'USS Mason tenant l'approche sud d'Ormuz et des bombardiers B-2 en alerte à Diego Garcia, la réponse devient visible en temps réel. Pékin observe et Pékin prend des notes. La version meeting de campagne de la puissance américaine peut tenir sur une casquette, mais la carte logistique est beaucoup moins docile. Le rôle de Moscou est plus direct. Des composants russes de S-300 restent opérationnels sur 3 sites de défense aérienne iraniens. Le renseignement satellitaire russe, selon Jerusalem Post, est partagé avec la structure de commandement de la force Al-Quds depuis février. La frappe de Kourei, selon 2 analystes cités par Achark al-Awsat, a presque certainement été éclairée par des images fournies par la Russie sur les schémas de déploiement des Patriot PAC-3 autour de l'installation. La force Al-Quds n'avait pas besoin de deviner où se trouvaient les failles de la défense aérienne saoudienne. Elle avait une carte. Cette carte venait de Moscou. Et le calendrier du transfert de renseignements russo-iranien, dont le rythme a commencé à s'accélérer après la première crise d'Ormuz, suggère que Moscou se préparait à ce scénario précis depuis des mois. Le Kremlin bénéficie d'une perturbation durable dans le Golfe de 3 façons directes. Un Brent au-dessus de 90 $ finance l'économie de guerre russe. L'attention militaire américaine, fixée sur le Golfe Persique, est une attention militaire américaine qui n'est pas fixée sur la mer Noire.
Et chaque jour que Washington consacre à gérer le dossier iranien est un jour où Washington ne presse pas ses partenaires européens de prolonger les livraisons d'armes à l'Ukraine. Le flux du terminal Bloomberg à 7H, heure de Téhéran, a montré la première vague de réaction sur les marchés régionaux. Le Tel Aviv 35 a perdu 4% dans les premières minutes. Le Tadaoul saoudien, qui était fermé pendant la fenêtre de la frappe, a ouvert en baisse de 2%, et la négociation des actions Aramco a été suspendue pendant 30 minutes. La bourse de Téhéran, dans un mouvement qui a surpris la plupart des analystes, a ouvert en hausse, ce que la note du Hudson Institute a interprété comme un signe que des investisseurs institutionnels iraniens avaient été positionnés à l'avance pour la frappe. Quelqu'un à l'intérieur de Téhéran savait que l'opération de Kourès arrivait et a négocié en conséquence. La liste des personnes qui auraient eu cette information est courte et elle ne comprend personne au ministère des Affaires étrangères. Maintenant, imaginez ce que Pezeshkian découvre à son réveil. Son ministre des Affaires étrangères a remis en main propre une contre-proposition de paix à 4H18. À 5H42, la force Al-Quds avait exécuté une frappe qui garantit que la proposition ne sera pas lue. À 9H, heure de Téhéran, son cabinet était réuni en session d'urgence. À midi, la télévision d'État iranienne diffusait des images de la frappe de Kourès présentée comme une réponse aux moqueries de Trump et non comme une violation d'un effort diplomatique actif. C'est l'étrange magie de la marque politique de l'homme fort. Même un effondrement diplomatique peut être reconditionné comme la preuve que l'insulte a magnifiquement porté ses fruits. Le gouvernement Pezeshkian a deux choix. Il peut désavouer publiquement la frappe, ce qui exposerait au monde la fragmentation de l'État iranien et déclencherait une confrontation immédiate avec le CGRI, ou il peut endosser la frappe, ce qui détruirait sa crédibilité comme partenaire de paix et validerait le veto effectif de la force Al-Quds sur la politique étrangère iranienne. Les deux choix se terminent par un affaiblissement du gouvernement élu, les deux choix se terminent par un renforcement de Khoshbakhti. Le bureau du sultan d'Oman, de son côté, se trouve dans une position impossible. Le sultan Haytham Ben Tariq a passé les 6 dernières semaines à assurer personnellement la médiation entre Téhéran et Washington. Il a reçu l'enveloppe d'Arakchi à 4H18 en toute bonne foi. À 5H42, le document qu'il devait transmettre avait été tué sur le plan opérationnel. La réaction de Muscat, selon Reuters, a été un silence stupéfait. Le ministère omanais des Affaires étrangères n'a publié aucun communiqué. Le sultan n'est pas apparu en public. Il ne reste, en termes diplomatiques, plus personne dans la pièce pour faire la médiation, parce que la partie qui était censée jouer ce rôle vient de découvrir qu'elle servait d'intermédiaire avec un État qui n'a pas une volonté unique. Il s'avère que la médiation fonctionne mal quand un côté envoie une lettre et qu'un autre envoie un drone. Dans 14 jours, le tableau se stabilisera d'une façon ou d'une autre. Soit Trump riposte, le gouvernement Pezeshkian tombe, la force Al-Quds se consolide, et la crise d'Ormuz devient une guerre de plusieurs mois. Soit Trump refuse de riposter, le gouvernement Pezeshkian survit d'une manière ou d'une autre au séisme politique d'avoir été publiquement désavoué, et un fragile canal parallèle rouvre par un pays autre que Oman. Dans les 86 heures, le Pentagone présente ses options. D'ici vendredi à 4H18, heure de l'Est, exactement 7 jours après la remise par Arakchi, la fenêtre diplomatique qui s'est ouverte ce matin sera complètement refermée si aucun second canal n'émerge. L'horloge fait maintenant ce que les salles de briefing refusent souvent de faire: imposer des conséquences au slogan. L'analogie historique que plusieurs cherchent à mobiliser est celle de 1914 et Ferguson l'a citée explicitement dans The Times. En juillet 1914, le ministère autrichien des Affaires étrangères croyait avoir localisé la crise de Sarajevo. L'état-major général autrichien, qui fonctionnait sur une voie parallèle, a mobilisé malgré tout. L'effort diplomatique et l'effort militaire n'étaient pas coordonnés et l'écart entre les deux est ce qui a produit la guerre. Le parallèle structurel avec ce qui s'est passé ce matin à Téhéran est exact. Le ministère des Affaires étrangères croyait être en train de désamorcer la situation. La force Al-Quds, opérant sur une voie parallèle, a escaladé malgré tout. L'écart entre les deux est maintenant toute la question. Ce qui rend ce moment différent de la première crise d'Ormuz de 2024, c'est la vitesse.
En 2024, les cycles de décision iraniens prenaient de 36 à 48 heures. Le gouvernement Pezeshkian bérégeait une position, le CGRI repoussait, le guide suprême arbitrait, une réponse émergeait 2 jours plus tard. Ce matin, tout le cycle s'est comprimé en 84 minutes. Araghchi était en vol vers Mascate à 2H, la force Al-Quds avait lancé son opération à 5H42, il n'y avait pas de place pour l'arbitrage. Il n'y avait pas de temps pour que le bureau du guide suprême se prononce. La force Al-Quds a agi et en agissant, elle a fixé la politique. C'est ce que les analystes du Hudson Institute appellent le problème du tempo opérationnel. Et c'est le trait le plus dangereux de la crise actuelle. Lorsque les cycles de décision se contractent au-dessous du temps nécessaire à la coordination institutionnelle, la faction la plus agressive gagne par défaut. La faction dont le seuil d'action est le plus bas fixe la politique de tout l'État. À Téhéran, ce matin, cette faction était la force Al-Quds. À Washington, cet après-midi, la question équivalente est de savoir si l'ensemble d'options le plus agressif du Pentagone fixera la politique de toute l'administration avant que Trump ait le temps de peser les alternatives diplomatiques qui, d'ici ce soir, pourraient déjà ne plus exister. Après tout, pourquoi lire les alternatives diplomatiques quand l'option la plus bruyante dispose déjà d'un meilleur éclairage ? La chorégraphie est familière. Simplifier la carte, amplifier la menace, puis appeler ce manque de nuances de la force. Les Saoudiens, de leur côté, se trouvent dans une position qu'ils cherchent à éviter depuis 20 ans. Ils ont été frappés sur leur propre sol par une opération proxy iranienne et la garantie de sécurité américaine qu'ils ont achetée par des décennies d'alignement stratégique est maintenant mise à l'épreuve devant toutes les autres capitales du Conseil de coopération du Golfe. Si Trump riposte fermement, Riyad garde foi dans le parapluie américain. Si Trump hésite, Riyad commence la lente dérive vers Pékin que les analyses du Hudson Institute modélisent depuis 2 ans. La frappe de Kourey, en ce sens, ne visait pas seulement Trump. Elle visait toute l'architecture de la sécurité américaine dans le Golfe. La force Al-Quds teste si cette architecture fonctionne encore lorsque le gouvernement iranien élu tente de négocier et que la faction irrégulière iranienne tente de se battre. Regardez le déploiement matériel dans le Golfe en ce moment et l'image devient plus nette. Le Carl Vinson, repositionné au sud de Bahreïn, transporte une escadre aérienne capable d'opérations de frappe soutenues contre des bases du CGRI à l'intérieur de l'Iran. L'USS Mazon, avec son système de combat Aegis et son chargement complet de missiles RIM, 6 standards, est positionné précisément pour intercepter des essaim de drones dans l'approche sud d'Ormuz. Les batteries Patriot PAC-3 à Al-Udeid et Al-Dafra sont en alerte renforcée depuis dimanche. Les 2 bombardiers B-2 Spirit, arrivés mercredi à Diego Garcia, sont associés à des avions ravitailleurs KC-46 Pegasus, ce qui leur donne une portée effective vers l'intérieur de l'Iran, avec un temps de présence suffisant pour une mission de frappe en profondeur. Ce n'est pas une posture de retenue, c'est une posture d'option imminente. Le Pentagone a construit le dispositif. La question est maintenant de savoir si Trump l'utilise. Reuters confirme depuis ce matin que les chefs d'état-major interarmés présentent une architecture de réponse par palier, dans laquelle chaque palier comporte un calendrier précis. Le premier palier est une cyberaction contre des nœuds de commandement et de contrôle de la force Al-Quds, exécutable dans les 24 heures. Le deuxième palier est une frappe cinétique contre des installations de lancement de drones du CGRI à l'intérieur de l'Iran, exécutable dans un délai de 48 à 72 heures. Le troisième palier est une campagne aérienne soutenue visant l'infrastructure iranienne de production de missiles et de drones, ce qui exigerait 86 heures de prépositionnement. Chaque palier referme davantage la fenêtre diplomatique. L'échelle de réponse est toujours présentée comme ordonnée jusqu'au moment où quelqu'un commence à la gravir pour les applaudissements. Bloomberg confirme que le conseiller à la sécurité nationale de Trump a convoqué une réunion dans la Situation Room à 6h30, heure de l'Est. Le New York Times a rapporté que la réunion comprenait le secrétaire à la Défense, le secrétaire d'État, la directrice du renseignement national et le président des chefs d'état-major interarmés. Reuters confirme depuis le matin que la délibération porte sur la question de savoir s'il faut traiter la phrase
aux deux Kourès comme une action de la force al-Qod séparable de l'État iranien ou comme un acte de l'État iranien lui-même. La distinction est extrêmement importante parce que si la frappe est traitée comme séparable, la voie diplomatique ouverte ce matin par Araghchi pourrait théoriquement encore être sauvée. Si la frappe est traitée comme une action de l'État, la signature du gouvernement Pezeshkian sur la contre-proposition de paix devient juridiquement et politiquement vide de sens. Cette distinction exige de la patience, ce qui est précisément la raison pour laquelle elle est vulnérable à la politique de la riposte instantanée. Le détail le plus important de ce matin, celui qui n'a pas encore été largement rapporté, mais qui a été confirmé par deux sources diplomatiques, un correspondant du New York Times à Mascate, et celui-ci, l'enveloppe qu'Araghchi a remise au sultan contenait un addenda. L'addenda, rédigé de la main de Pezeshkian lui-même, demandait au sultan de transmettre à la partie américaine que le ministère iranien des Affaires étrangères ne pouvait pas garantir la coopération de tous les acteurs iraniens dans le cadre de désescalade. Pezeshkian, de sa propre main, avertissait que la fragmentation était possible. L'avertissement a été écrit à un H50 heure de Téhéran. La frappe de la force al-Quds a eu lieu 3h52 plus tard. Le président de l'Iran savait. Il ne pouvait pas l'arrêter. Il a quand même envoyé l'enveloppe et il l'a envoyé avec un avertissement selon lequel le système qu'il dirige nominalement pourrait ne pas tenir. C'est ce document que Trump ne verra pas aujourd'hui. C'est cet avertissement qui est mort sur la piste. Et c'est pourquoi les 14 prochains jours sont décisifs. Si les États-Unis répondent militairement sans reconnaître que l'avertissement de Pezeshkian existait, nous perdons la seule personne à l'intérieur de l'État iranien prête à mettre la fragmentation par écrit. Si les États-Unis répondent de manière proportionnée et discrète, d'une façon qui punit la force al-Quds sans détruire la position du ministère des Affaires étrangères, l'avertissement pourrait encore compter. Ce serait une fin sinistrement parfaite, le seul avertissement assez sérieux pour compter enterré sous la politique de performance conçue pour l'ignorer. La fenêtre pour la deuxième option se referme d'heure en heure. D'ici vendredi à 4h18, heure de l'Est, elle sera fermée. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt